Vous écoutez Passeur de mémoire, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Micheo Montanaro, alors jeune instituteur, s'est dit un jour que les représentations pédagogiques qu'il donnait matin et après-midi devant un public d'écoliers ne lui procureraient sans doute jamais des émotions aussi intenses que celles ressenties lorsqu'il jouait d'un instrument de musique. Ce jour-là, l'artiste qui tambourinait dans sa tête depuis le plus jeune âge lui donna alors le courage de faire l'école buissonnière définitivement et de partir à l'aventure avec pour tout bagage son galoubet, son tambourin et une provision de rêves à faire pâlir les plus grands rêveurs. Installé à Correns, la commune de la Provence verte où il a fondé sa famille et construit patiemment sa carrière de musicien, Micheo Montanaro raconte dans cet entretien comment et grâce à qui il est devenu celui qu'il est aujourd'hui. Un auteur, compositeur, interprète, mais aussi un incroyable créateur de liens entre des musiques et des musiciens du monde dont sans lui, les routes ne se seraient peut-être jamais croisées. On ne sait jamais qui on est, c'est toujours les autres qui nous le disent, c'est toujours le regard des autres qui nous renseigne sur ce qu'on est. Je peux dire que d'une certaine façon, je suis tambourinaire, mais plus musicien et plus chercheur et compositeur dans ces musiques-là. Voilà, que j'essaye d'exprimer des idées, quels que soient les moyens employés. Ça peut être aussi bien d'un poème que des choses écrites un peu plus longues, ou alors des petites poésies vidéo que je réalise moi-même, en général avec très peu de moyens, mais avec quelques idées. Micheo Montanaro, c'est un nom que Daniel Domas m'a donné, mais ça avait déjà un peu commencé, c'est-à-dire que du Michel Montanaro, né à Hyères, élevé entre les Goy-Fournier près de la Crau puis la Garde. Puis voilà, tout ça, j'étais Michel. Et puis ensuite, je suis rentré à l'école normale et là, on m'a donné un surnom, Michao. Et quand j'ai fait le premier concert avec Daniel Domas, que j'accompagnais à ce moment-là, il m'a dit « Oui, mais Michao, c'est une déformation, le vrai nom, c'est Micheo. Donc, si tu veux, je t'appellerai Micheo Montanaro. » Et puis, ça, pendant des années, ça balançait entre Michel et Micheo et Michel. Et puis finalement, Micheo s'est imposé. Voilà. Alors, ça, c'est une chose que j'aimerais bien savoir, parce que on a des photographies de quand j'étais tout petit et tout ça. Et on me voit toujours avec un instrument de musique à la main. Mais je savais, j'avais 2-3 ans, j'avais déjà un harmonica, je sais pas, il y avait une petite guitare en plastique ou en bois, enfin contreplaqué, que je traînais. Il y avait des tambours, il y avait toujours quelque chose pour sonner. Et je me suis pas vraiment rendu compte de comment cette passion est arrivée. Par contre, je peux dire une chose, c'est que quand j'étais à l'école primaire, on avait encore des cours de musique à l'école primaire. Et là, il y avait un prof de musique qui passait dans les classes, Monsieur Provost. Et lui s'est rendu compte, je disais toujours, le regard des autres. Lui s'est rendu compte que j'avais une appétence pour ça. Et il m'a fait jouer. Et il m'a proposé de jouer un air de flûte à la fin de l'année scolaire, dans la fête scolaire. Et ça a été ma première prestation sur scène, je dois avoir 8 ou 9 ans, quoi, quelque chose comme ça. Et très rapidement, je suis rentré au groupe folklorique, donc devenu tambourinaire, puis à la fanfare Mussou, à la Garde, qui donnait des cours de musique avec M. Gondal. Et là, M. Gondal aussi m'a poussé beaucoup. Il me prêtait son accordéon pour que j'essaye. Il m'apprenait le saxo. Bon, lui, j'allais en cours de saxo. Voilà. Et puis, et beaucoup de gens autour de moi me poussaient, comme Albert Pussy, le chef d'orchestre, un ancien de la musique de la flotte, qui était devenu chef d'orchestre de la fanfare Mussou. Et lui, il me poussait. Et aujourd'hui encore, il a 96 ans, je crois. Et j'ai parlé avec lui il y a peu. Toujours, il me dit, il faut que tu continues ta musique, c'est important. Et en fait, voilà, il y a eu toujours des gens pour me dire de continuer,
à le faire. Mais comment ça commence? Ça commence parce qu'on fait ça, et puis je veux dire, je faisais du sprint, je faisais du ski, je faisais du rugby, j'étais en plein dans le sport, j'allais à la mer, je faisais plein de choses, mais la musique était une constante. Et cette constante a grandi, est devenue de plus en plus importante, jusqu'au un jour où même j'avais un métier d'instituteur, mais je n'avais plus le temps de pratiquer les deux. Donc il fallait choisir. À choisir, j'ai pris l'aventure, quoi. J'ai pris le plus difficile, c'est-à-dire vivre de la musique. Et voilà. Et aujourd'hui, j'arrive, je continue, et ça continue à intéresser des gens. Mais toujours, voilà, je fais une musique de niche. Je ne fais pas une musique à grande reconnaissance. Je ne serai jamais de vedette, mais ça, je le sais depuis le début. Parce qu'en choisissant le galoubet tambourin, je savais que je resterais dans un périmètre. Mais ce périmètre, il m'a quand même fait faire le tour du monde. Parce que ça intéressait beaucoup de monde, ce que je pouvais faire avec un galoubet et un tambourin, un peu partout, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, dans toute l'Europe. Et voilà. Et donc, disons que d'avoir choisi des limites bien difficiles, bien étroites, ça m'a permis à l'intérieur de les explorer à fond et d'aller taper contre ces limites sans arrêt, et parfois même arriver, dans certains cas, les faire éclater. Quand j'ai commencé à entreprendre d'essayer de faire bouger ce galoubet tambourin, il fallait que je trouve des références, il fallait que j'ai d'autres sources, puisque alors j'avais la chance que les musiciens de Provence, par exemple, avaient fait une démarche historique. Ils étaient sortis du groupe folklorique, de l'idée d'un groupe folklorique, donc d'une culture figée à un moment donné de l'histoire, et qu'on reproduit. Et eux, ils avaient pensé regarder toute l'histoire. Et donc ça, c'était fait. Ça m'avait conforté dans une idée, c'est que si cette musique avait un passé, il fallait lui inventer un avenir. C'était une chose importante. Et puis aussi la relier, non pas s'enfermer sur soi, là, mais la relier au monde. Et pour ça, je suis allé écouter tout ce qui se jouait à la flûte, enfin, tout ce que je pouvais entendre, tout ce que je pouvais rencontrer qui se jouait sur des flûtes, et essayer d'apporter des éléments appropriables dans le galoubet tambourin. Donc, si on entend des flûtistes de Transylvanie, de Hongrie, ils chantent dans leur flûte. J'ai dit, je vais essayer de chanter dans le galoubet. C'est pas la même chose, c'est pas tout à fait techniquement, ça demande du travail, mais j'y suis arrivé. Après, j'avais rencontré John Surman qui jouait avec deux flûtes en même temps. Et puis après, j'ai rencontré un autre gars en Afrique du Sud, Big Voice Jack, qui jouait aussi avec deux flûtes en même temps et qui faisait des harmonies. Et je me suis dit, là, il y a à chercher aussi. Donc j'ai commencé à jouer avec deux galoubets. Et donc avec les galoubets, là, ça devenait plus facile, parce que le galoubet est fait pour être joué d'une main, donc deux mains, plus toutes les combinaisons de différents galoubets, je suis arrivé à explorer. Et aujourd'hui, pour aller plus loin dans tout ça, je rencontre Christian Sébille, qui est un musicien du monde de l'électro, mais de la musique acousmatique, c'est-à-dire, voilà, encore une fois, je vais vers l'électro, mais je ne vais pas vers l'électro mainstream qu'on entend partout. Je rencontre une personne qui fait ça de façon assez savante, extrêmement fine. Et nous, pendant 5 ans, là, jusqu'à aujourd'hui, nous avons échangé. Et aujourd'hui, nous continuons et nous commençons à inviter des gens à venir échanger avec nous. Voilà, c'est effectivement cette démarche d'aller voir les autres, c'est aussi pour renforcer ma propre recherche intérieure. Mais c'est comme ça, on va chercher le regard des autres pour voir où on en est.
Et voilà, il est arrivé un grand nombre de fois que des gens me donnent des éléments de compréhension de ce que j'étais en train de faire au Galoubet Tambourin. Quand une personne, un musicien de jazz, me dit mais en fait tu as la même démarche que Charlie Parker, tu es le Charlie Parker du Galoubet Tambourin, ça me fait rire parce que d'un côté c'est une plaisanterie, mais c'est pas tout à fait non plus une plaisanterie dans sa bouche parce que effectivement je change tout. Et après, une fois qu'on a tout changé, il faut trouver comment on s'en sert de tout ça, comment on reconstruit une cohérence dans la musique à partir de tous ces éléments. Et cette cohérence, je pense on la verra sur la durée, on la voit sur la durée, c'est-à-dire ceux qui entendent un élément de ce que je fais vont dire « Ah, il fait ça ». Mais ceux qui écoutent un peu tout, qui suivent le parcours, se disent « Ah oui, mais… » En fait, c'est autre chose. La recherche, elle est autre. Voilà. Et cette recherche, c'est une recherche en même temps vers l'intérieur et aussi vers l'extérieur. C'est-à-dire la capacité de dialoguer avec tout le monde. C'est une capacité de compréhension comme certaines personnes apprennent beaucoup de langues. Alors finalement, ces personnes-là comprennent tout le monde. Mais finalement, leur langage est tellement composé de tous ces éléments que finalement, même s'ils parlent parfaitement une langue, ceux qui sont en face et qui parlent cette langue ne comprennent pas absolument ce qui veut être dit parce qu'ils n'ont pas toutes les références que la personne met dans ce discours qui est… Bon, moi, je le vois, quand je parle en hongrois, mais je parle un hongrois qui connaît l'occitan, qui connaît le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Je ne parle pas en hongrois comme un hongrois qui ne connaît que le hongrois. Alors forcément, et des fois il y a des petites différences, mais c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui nous fait vivre, c'est de parler sur ces différences. Le jour où nous serons complètement uniformes et que nous dirons où chaque mot qu'un Africain, qu'un Burkinabé dira sera compris aussi bêtement par un Russe, parce qu'il n'y aura plus grand-chose, aucune différence, on sera mal. Mais bon, on n'y est pas encore, hein. Et j'espère qu'on n'y sera jamais. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus travailleur. Beaucoup plus. Au début, j'aimais ça, mais je pensais toujours que j'allais m'en sortir. Et aujourd'hui, j'ai tendance à penser que on ne peut pas… Voilà, il faut être vraiment, vraiment prêt. Disons que ça a commencé au moment où j'ai commencé avec Van d'Est. Le grand projet Van d'Est me demandait, et quand j'ai commencé aussi à écrire de la musique, vraiment de la musique écrite pour des orchestres, là ça m'a demandé une précision intérieure. Avant, parce qu'il y avait tellement de monde qu'il était impossible d'arriver sans être absolument prêt. Parce que sinon, on aurait passé des heures et des heures de discussion et non pas de répétition. Donc on avait très peu de temps pour travailler. Et donc j'arrivais avec des choses bien, bien claires et sur lesquelles on arrivait à travailler. Et ça a fait… disons que c'est peut-être le plus grand changement. Ensuite, je pourrais dire… je pense à quelque chose qui s'est dit, et ça peut-être que le décès de mon père en 89 y a contribué. Quand mon père était dans la dernière fois où il était à l'hôpital, qu'il y a eu une tentative d'opération pour lui, il était condamné, mais on a tenté une dernière opération. L'anesthésiste, il se trouve qu'il avait de mes disques et il me connaissait. Et donc il a demandé à mon père, mais vous êtes Montanaro, vous êtes parent avec le musicien? Et mon père a dit oui, c'est mon fils.
Et l'anesthésiste a dit, vous savez, c'est un grand musicien. Et mon père a dit, c'est un brave petit. Et moi, j'ai ça en tête, toujours. C'est-à-dire que je ne suis pas un grand musicien, je suis un brave petit qui fait de la musique. Et voilà, moi, des grands musiciens, j'en connais des tas, j'en écoute beaucoup, et je sentirai toujours mes faiblesses. Mais voilà, j'essaye de les combler par du travail, j'essaye de faire en sorte que quand quelqu'un écoute ce que je fais, qu'il n'ait pas la moindre idée du temps que ça m'a pris, qu'il ait l'impression que ça coule de source, voilà, mais qu'il n'ait pas la moindre idée de comment j'ai fait. Mais par contre, voilà, il y a des choses qui ont beaucoup évolué. Le fait d'avoir abandonné toute responsabilité au niveau du centre de création, d'avoir passé la main sur ces choses-là, de ne plus avoir non plus de compagnie, puisque la compagnie aujourd'hui c'est celle qui s'appelle Compagnie Balthazar Montanaro. Ça aurait été bête de créer un outil et puis qui s'arrête là, mais c'était important qu'il continue, mais que moi ça m'a libéré de réunions, de tas de choses. Tout ce temps, je le passe à jouer de la flûte. Je le passe à jouer du piano, ou à composer, ou à faire tout ça. Et aussi, il y a, je le vois quand je dois enregistrer quelque chose, voilà, une prise, et c'est bon. J'en fais pas 150 quand je vais en studio pour d'autres. Voilà, je joue ce qu'il y a à jouer. Et je suis content d'arriver à ça. Je n'aurais pas pu le faire il y a 30 ans de ça. Dès qu'on améliore quelque chose, on va chercher encore la difficulté, on va chercher de faire encore mieux, de faire encore plus clair, de faire encore plus fort, plus précis. On a l'impression qu'on prend des décisions. En fait, moi je crois qu'on les assume. On assume des responsabilités. Voilà, moi je suis venu habiter à Correns, c'était un beau village, beaucoup de choses étaient bien ici, puis voilà, c'était un village un peu endormi aussi. Et puis on a commencé à imaginer que ça serait bien de faire des... Voilà, on avait acheté une maison par chance grande, pas chère, mais vraiment très grande. Et ça ouvrait des perspectives, c'est-à-dire qu'on pouvait loger des gens. Donc les copains, quand ils venaient répéter, ils étaient là. Puis un jour, on a commencé à se dire, si on pourrait ouvrir la répétition, en ouvrir une, et que des gens viennent voir. Et il s'est trouvé qu'il y avait pas mal de gens ici qui étaient intéressés. Puis, donc, voilà, de glissement en glissement, on est arrivé à faire des concerts. Et plus attendre qu'il y ait une répétition et faire le concert, mais faire venir des gens pour donner des concerts. Et puis après, on a dit, on va faire des concerts en été. Puis on a fait quelques étés, les étés de Correns. Mais à ce moment, quand on a commencé les musiques traditionnelles, c'était un espace complètement à part. Mais c'est au moment où des groupes comme I Mouvrini, Affiletta, les groupes corses ont explosé. Et donc, ça nous est arrivé plusieurs fois qu'on avait organisé une soirée à Correns, et puis à Brignoles, ils venaient les Mouvrini, et à Correns, on n'avait personne, parce que les gens qui étaient intéressés par les musiques traditionnelles allaient à Brignoles, il y avait une publicité énorme, on n'était plus dans cette catégorie. Donc, l'idée a été lancée par les gens du village, et si on faisait un seul festival, à un moment. Je dis, on pourrait appeler ça des joutes, comme des joutes musicales, voilà. Et on est parti sur cette idée, et on a commencé avec ça. Ensuite, le conseil général, le conseil régional, la DRAC, tout le monde est venu un peu se renseigner sur ce qu'on faisait, quoi. Et puis, on m'a demandé de réfléchir à en faire quelque chose de plus important. Donc, on a vu comment on pouvait faire. Il y a eu cette idée de créer un lieu, et ça, l'idée de créer un lieu, c'était pas du tout mon idée au départ. Moi, je voulais faire un tour de la Méditerranée en bateau, et ensuite
imaginer un lieu où tous ces gens pourraient se retrouver. Ça a intéressé le conseil régional. Ils m'ont dit, donne-nous un dossier que sur cette partie, parce qu'on ne t'aidera pas sur le bateau, mais là, on va t'aider. Bon, j'ai dit très bien. Et il se trouve que parmi tous les gens que j'avais vus pour le projet de bateau, il y avait Françoise d'Astrevigne, qui ensuite a dirigé le chantier après moi. Mais à ce moment-là, elle est venue travailler à la Diam, donc qui était à Brignoles, et elle est arrivée avec un projet écrit. On a remplacé ce qu'elle avait fait pour la musique classique, on l'a remplacé par la musique traditionnelle, on a refait le projet, et il a été accepté, et à partir de là, on a eu des moyens, on a commencé à faire. Et moi, j'ai accepté la responsabilité, mais ça m'a pris 7 ans à m'occuper de beaucoup de choses et pas assez de musique. Mais comme il y avait eu le festival avant, ça m'avait pris du temps. Et disons que je me battais tout le temps, avec le fait d'aller jouer sans être toujours vraiment prêt, tout ça, en jouant un peu sur l'esbrouffe, quoi. Mais c'est pas bon, voilà. Mais j'étais quand même assez crédible pour qu'on me fasse confiance pour tout ça. En fait, voilà, moi, tout ça, j'ai accepté ces responsabilités parce que je pensais que c'était utile. Et souvent, des musiciens m'ont dit, oui, mais toi, tu as le chantier, tu as les joutes, toi, tu as plein de choses, tout ça. Mais j'ai dit, mais attendez, mais j'ai rien. On l'a fait. Vous allez dans votre village, vous parlez avec votre mère et vous inventez quelque chose. Faites-le. Parce que ça fera des lieux de concert pour tous les copains. Voilà. Moi, je sais que quand j'ai arrêté, j'ai fait une estimation. Quand j'ai arrêté, c'était en 2007, quand j'ai arrêté la première fois de m'occuper de tout ça, j'ai fait une estimation. J'avais procuré 5000 cachets. Tout compris, hein, sauf, et je n'avais pas compté les musiciens de mes groupes, des concerts, des tournées, tout ça. Mais je me suis dit, je suis tranquille, quoi. J'ai donné, quoi. Puis, Françoise d'Astrevigne a pris le relais. Elle est arrivée avec une vision très professionnelle du lieu. Elle en a fait un vrai lieu professionnel, beaucoup plus que ce que j'aurais pu faire. Donc on a été gagnants, parce que moi j'ai retrouvé une liberté d'artiste, et le lieu s'est élevé, et dans ses missions. Et voilà, et sans que j'en sois privé, parce que parfois j'y joue quand il y a quelque chose à présenter, on peut le présenter là. D'abord, il est né, et c'était une chose importante. Il a passé son enfance dans une maison où il y avait tous les 2 mois une répétition importante avec des musiciens venant de toute l'Europe ou d'Afrique ou d'autres continents. Il a entendu tout ça, il s'est chargé à bloc. Il s'est passionné aussi pour des disques qu'il y avait à la maison. Je l'ai vu écouter pendant des heures du Mozart, et voilà. Donc il s'est passionné pour tout ça, il s'est chargé de sensibilité musicale, et puis à un moment, à 8 ans, il a eu envie de jouer du violon, et il a commencé à jouer du violon, puis il a eu un très bon prof, Patrice Gabé, qui est un musicien du groupe Aksak aussi, donc ça l'a lancé. Et sur cette lancée, il a fait 2 ans avec Patrice Gavet. Après, sur cette lancée, il a encore fait 2 ans de musique classique, mais avec une prof classique qui était moins intéressée par tout le reste. Et elle n'a pas vraiment beaucoup poussé. Et il a arrêté le violon. Enfin, le violon classique, il a arrêté pour prendre la guitare électrique. Et là, il est tombé sur Daniel Laugier à Brignoles, qui est un passionné et qui l'a poussé. Et puis, voilà. Et ensuite est arrivé Pierre Bessosi,
qui était à l'école de musique du Haut-Var pour le classique, et puis qui faisait la musique traditionnelle à Brignoles. Balthazar s'est très très bien entendu avec lui, et il a repris le classique, mais le classique pour pouvoir jouer du klezmer, pour pouvoir jouer des musiques un peu difficiles, pouvoir lire et tout ça, mais en jouant, quoi. En étant dans le jeu. Son prof jouait, son prof adorait jouer avec lui, et ça a donné, voilà, il a repris confiance, et il est parti. Ensuite, le lendemain du bac, il a commencé à jouer dans le groupe Tambourinaï en compagnie de Jean-Louis Todisco, qui l'a invité. Donc il a été à ce moment-là musicien professionnel d'entrée. Dès la première année, il avait beaucoup joué dans ce cadre-là. Il a pu être intermittent et entrer dans le régime d'intermittence. Et après, il a continué. Et aujourd'hui, il a 38 ans et il continue sur cette lancée. Mais voilà, et c'est arrivé un moment. Il est arrivé, lui, à maturité, à un moment où, pour moi, c'était lourd. La structure était lourde. Les demandes sans cesse recommençaient des DRAC, des choses comme ça pour les subventions, et commençaient à me fatiguer, quoi. Parce que, voilà, quand un jour un des responsables de la DRAC me dit « Monsieur Montanaro, on ne vous connaît pas, qu'est-ce que vous avez fait, quoi ?» Alors je lui dis « Écoutez, je ne vais pas vous faire 2000 discours, je ne vais pas vous expliquer. Je suis venu, j'avais une pile de 20 CD, je l'ai mis sur le bureau. J'ai dit, vous écoutez, puis vous verrez qui je suis, quoi. » Voilà, je ne vais pas je vais pas faire... voilà, parce qu'en fait, on est dans une culture en France, la culture, comment dire, officielle en France, est beaucoup basée sur le discours. Il faut savoir parler de ce qu'on fait. Mais quand on est peintre, quand on est musicien ou sculpteur, parler de son travail, c'est pas... Et surtout en parler dans des termes un peu administratifs, c'est pas ça qu'on fait, puisque on a choisi de s'exprimer avec un autre média. C'est parce qu'on ne sait pas. Enfin, moi, je peux parler aujourd'hui comme ça, mais je parle... Voilà, c'est du bâton rompu, c'est pas un discours administratif, quoi. Quand je me trouve face à ça, je suis toujours désemparé. Oui, alors là, en ce moment, je crois que la situation est très claire. C'est qu'on a un personnel politique depuis... Alors, ça n'a jamais été extraordinaire, mais quand même, il y a eu des moments où des ministres avaient envie de faire des choses, ils s'entouraient de gens qui étaient capables de les mener à bien, et des choses se sont faites. Là, la situation est une situation autistique. Enfin, je dis même pas autistique, parce que les autistes, au moins, ils ont des sensibilités différentes, mais ils sont sensibles. Là, on a l'impression d'avoir affaire à des gens qui n'entendent rien, qui ne comprennent rien, qui n'ont qu'une seule boussole, c'est les profits de leurs amis, et donc tout le reste n'existe pas. Je veux dire, et ça avait commencé avec le mouvement des Gilets jaunes, où rien ne s'est passé, puis le mouvement du personnel des hôpitaux, qui était dans la rue déjà 1 an et demi avant le début de la crise du Covid, les soignants, les médecins à très haut niveau, les médecins sortaient des conseils d'administration des hôpitaux, ils démissionnaient en disant on ne cautionne pas ça. Donc c'était quand même très terrible. Et pour les musiciens, c'est la même chose. C'est-à-dire que nous, les musiciens et tous les gens de la culture, que ce soit la musique de rue, le cirque, tout ça, on est à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un changement de société qui a commencé avant, que le virus accélère, et on a un gouvernement qui
qui continue dans cette ligne, qui casse tout ce qu'il peut casser. Voilà. Et donc, nous, on est pris là-dedans. Alors, les gens essayent de réagir. Les théâtres sont occupés. Ça fait plus d'un mois que de nombreux théâtres sont occupés, mais il ne se passe rien. Il n'y a aucune réponse. La ministre de la Culture n'existe pas. On ne la voit pas. Elle est très contente. Elle est contente parce qu'un opéra a été filmé, qu'il a été vu par 100 000 personnes. Elle veut dire, oui, c'est magnifique. Jamais, il n'y aurait pas eu 100 000 personnes dans la salle de l'opéra. Oui, mais ce n'est pas la même chose. 100 000 vues, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes, on peut regarder 2 minutes et se sont arrêtées. Ça ne veut rien dire. On ne sait pas. Voilà, et ça n'a rien à voir aussi au niveau de l'émotion. Bon, moi, je veux dire, je suis un passionné de cinéma, je regarde des films. Je sais que ce n'est pas la même chose de regarder un film dans un cinéma avec du monde autour, des respirations, que de regarder le même film sur un écran d'ordinateur ou un écran de télé, même si c'est mieux que de ne pas le regarder du tout. Mais c'est pas la même chose. Et pour le théâtre, c'est pareil. Pour la musique, le théâtre, les gens vont peut-être moins au théâtre que s'ils vont au concert. Mais pour les jeunes, plus de concerts, plus le moyen de se sentir avec les autres. On se retrouve dans sa solitude, souvent pour beaucoup de gens des désespérances, quoi. Et nous, on sait que parfois on est utile à ça, de faire en sorte que des gens se sentent bien et se sentent regonflés, qui repartent plus forts. Et là, en ce moment, c'est la panne. Alors, il y a des gens qui luttent, beaucoup. Moi, je suis un rural, donc pour aller occuper des lieux en ville, ça me demande de sortir, c'est un peu compliqué, mais j'essaye de participer autant que possible. On est 8 intermittents à Correns, tous métiers confondus, hein, donc opérateurs de cinéma, des danseurs, musiciens, comédiens, et on essaye de faire des petites actions depuis ici, mais participer à cette lutte, quoi, pour qu'on retrouve au plus vite la possibilité de se parler, de s'entendre. Parce que, en fait, quand on regarde aujourd'hui, on peut faire n'importe quoi, sauf se faire plaisir. Tout est possible. Si c'est pour travailler, pour faire du business, tout est possible. On sait que depuis le mois d'octobre, tout est fermé. Voilà, il y a toujours autant de gens qui sont touchés par le virus. Donc, c'est pas dans les théâtres, c'est pas dans ces endroits-là, quoi. Que c'était grave. Non, c'est simplement qu'on oblige les gens à aller travailler et au travail, ils oublient les règles sanitaires, ils font. Voilà, ils travaillent, quoi. Ils s'occupent plus de ça. Je peux remercier le système français qui a réussi à se mettre en place par des conquêtes sociales importantes de nos aînés musiciens, comédiens et tout ça. Le régime d'intermittence a été pour moi une sorte de subvention à la création, puisqu'il suffisait qu'il y ait un certain nombre de gens, assez nombreux quand même, intéressés par ce que je faisais pour être aidés dans les périodes où je ne travaillais pas, où je n'étais pas sur scène, et donc où je continuais à travailler sans être rémunéré, exactement. Donc voilà, donc ça c'était une chose importante qu'il faut garder, alors on pourrait trouver d'autres manières, mais ça voudrait dire qu'il faudrait encore compter sur des subventions non automatiques.
là, ce sont des subventions automatiques. Voilà. C'est une aide automatique. C'est pas une subvention, c'est une possibilité qui permet de vivre une vie à peu près normale pour quelqu'un qui est dans un travail qui est organisé de façon anormale. Il faudrait aussi penser à répartir mieux sur le territoire les moyens pour les lieux, pour qu'ils puissent, les lieux, les petites compagnies, parce que c'est toutes ces petites compagnies qui font vivre la culture. On peut dire, oui, ben c'est très bien, il y a 3 grands théâtres en France, on fait ou 4 grands, et puis on dit c'est ça la culture, il y a 5 ou 6 artistes reconnus, il y a, dans le monde de l'électro, la France est extrêmement bien placée dans le monde, mais c'est pas énormément d'artistes, c'est quelques-uns qui sont extrêmement bien reconnus. Alors on peut dire la France, mais derrière, les autres, ils vivent de quoi, ils travaillent comment, et celui qui est arrivé là, il est arrivé aussi parce qu'il y avait autour de lui, avant lui, des lieux, des écoles de musique, des petits lieux où il a pu commencer à se produire. On n'arrive pas comme ça, en sortant de son placard, d'un coup à devenir une vedette mondiale. En tout cas dans la partie commerciale, il y a toute une organisation pour arriver à ça. La musique que je fais n'est pas concernée par le vedettariat, quoi. Mais c'est quand même, voilà, c'est important qu'elle puisse être faite, qu'elle puisse exister, parce que voilà, les idées qu'on amène en faisant ça sont reprises. Et bon, je parlais tout à l'heure de l'électro, mais le travail qui a été fait par les pionniers aujourd'hui, et ces pionniers, il y en avait beaucoup en France, donne que l'électro mainstream français a des bases solides. Et ça ne vient pas de rien. Alors, effectivement, ça ne nous a pas empêchés. Là, je parle de tout le groupe de gens avec lesquels je travaille, toutes tendances confondues. Ça ne nous a pas empêchés. Parce que c'était surtout une question de volonté et on n'était pas dans l'attente de quoi que ce soit. C'est ancien, parce que quand on est dans une musique de résistance, quoi qu'il arrive, là aujourd'hui, il faut être un peu plus tendu, mais on était déjà dans cette résistance. Un moment, on ne peut rien attendre, il faut créer, et peut-être on arrive à rassembler des volontés, mais au départ, il faut être très, très dynamique, avoir des idées, les mettre en chantier. Voilà, donc aujourd'hui, juste un peu plus. Mais voilà, avec Balthazar, on a fait un disque en duo, BE, qui est sorti en début d'année. Je participe à un autre très beau projet qui s'appelle Kafkaz, autour de Fabien Mornay, et avec des musiciens un peu de partout en Europe, et nous jouons des musiques qui viennent du Caucase, mais à notre façon. Enfin, c'est très inventif, et là c'est un gros projet avec des chorégraphies, avec des choses, avec beaucoup d'images. En tout cas, c'est très agréable à faire, et voilà, donc on a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver, et tout le monde avait envie de le faire, on l'a fait, voilà, y compris s'enfermer dans des salles pour pouvoir travailler, en se disant que peut-être ça n'arrivera pas au bout, et puis finalement on est toujours arrivé au bout jusqu'à présent, et on continue. Voilà.
Ensuite, ça fait un moment qu'on avait un projet de disque avec une musicienne chinoise. Ben là, il va sortir au mois de juin. Ça y est, il est prêt, on a avancé dessus. Puis j'ai aussi écrit un programme complet pour une chanteuse hongroise qui chante en français habituellement, et elle voulait des chansons qui ne soient pas des reprises d'autres chanteuses. Donc je lui ai fait un programme complet, et le disque va sortir en Hongrie aussi en juin. Voilà. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de choses. Puis je viens de faire la musique d'un film suisse. Et en fait, voilà, ça ne s'arrête pas parce que j'ai pas envie de m'arrêter, et que dès qu'il y a je veux dire, dès que j'ai du temps, je fais quelque chose que je retardais parce que voilà, qui était prêt, qui avançait, puis qui attendait son heure. Avant tout, quand on est créateur, il faut essayer de créer, quoi qu'il arrive. C'est forcément de la résistance quand on fait des choix de ce type de musique, de ce type d'éthique. Voilà. Moi, j'ai jamais refusé. Hein. Je n'ai jamais refusé de jouer devant des 10 000 personnes. Pour peu que l'organisateur qui est capable d'amener 10 000 personnes veuille faire entendre cette musique-là que je fais. Et c'est arrivé heureusement assez souvent. Et voilà, quand un réalisateur hongrois a voulu faire un film sur mon travail, un grand réalisateur hongrois qui vient malheureusement de décéder, je lui ai dit oui. Et donc, il existe un long métrage de cinéma sur mon travail. Et voilà, et puis c'est rigolo de voir ça, c'est-à-dire qu'on voit la force de l'image. C'est-à-dire, le film est sorti il y a 10 ans, mais aujourd'hui encore, quand quelqu'un le voit, le découvre, il est très intéressé par ce qui est dit dans ce film, ce qui est raconté, même si ça a déjà vieilli par rapport à tout ce qu'on a fait depuis. Mais c'est une marque, c'est une pierre sur le chemin, une de plus. Alors c'est vrai, je parle souvent de la Hongrie, mais parce que j'y travaille beaucoup. Voilà, j'y suis à peu près tous les 2 mois, un peu moins avec cette histoire de Covid, mais j'y suis régulièrement. Même là, les concerts sont prévus. Il y a à peu près tous les mois une série de concerts prévus en Hongrie. Et entre-temps, je reviendrai faire des choses ici. Voilà, je crois que c'est un peu comme ça pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a un endroit où ce qu'on fait, comme on le fait, résonne. Voilà. Il se trouve que c'est ce pays-là qui est entré en résonance avec ce que je proposais, que ce soit comme créateur, comme compositeur, comme personnage aussi, voilà, comme personnalité. Voilà, le fait que je sois marié avec une Hongroise, que j'ai appris la langue, aide beaucoup aussi, parce que j'ai fait un effort, j'ai fait un pas, et donc ce pas, il est renvoyé, enfin, ça m'est renvoyé comme quelque chose. Ensuite, la reconnaissance, c'est quelque chose de compliqué, parce que qu'est-ce que ça veut dire être reconnu? Un jour, je me plaignais de ça. Je me plaignais de ça à un ami. On était en Auvergne, chez lui. Et c'est un sculpteur qui travaille beaucoup. Et je lui disais, oui, quand même, la reconnaissance, je fais un travail depuis des années. Et puis, je suis pas vraiment... Je pourrais être plus reconnu. Enfin, j'aimerais des fois être plus reconnu que ça. Et il me dit, mais tu as eu un article dans Télérama? J'ai dit oui. Et dans Le Monde? Oui. Et il dit, alors, et tu en as eu dans Le Nouvel Observateur? Oui. Et dans l'Humanité? Oui. Dans le Politis? Oui. Et en fait, il me faisait une liste de ça, et il me dit, et tu te plains? Il y a des gens qui n'auront jamais de leur vie
le moindre article dans un de ces journaux, même pas dans tous, mais dans un. Et toi, tu te plaindrais. C'est vrai. Je dis oui, c'est vrai, on ne le voit pas, ça. Moi, ce que je vois, c'est que je dois m'expliquer encore avec des gens pour leur expliquer ce que je fais. Et des fois, on préférerait qu'ils le sachent, quoi. Mais voilà, mais c'est pas grave. Enfin, je n'en suis pas malade du tout. Et en plus, il y a quand même une chose, c'est que je l'ai bien cherché aussi. C'est-à-dire que chaque fois que quelque chose fonctionnait assez pour se dire qu'on pouvait passer à un blocage dessus et fructifier là-dessus, j'ai mis ça de côté, je suis allé faire autre chose. Donc je suis responsable absolument de la situation dans laquelle je suis, de devoir encore m'expliquer. Voilà, mais en même temps, c'est intéressant de pouvoir rester comme ça, parce que c'est ce qui donne la liberté de choix et la liberté d'invention. Parce que personne ne m'attend nulle part, donc je peux aller partout.